Projet de loi des finances 2025, la première ministre Judith Souminois était face aux élus du peuple. Ils ont échangé autour de cette proposition du budget 2025, une proposition qui a fait objet de plusieurs critiques pendant justement cet exercice d'échange avec les parlementaires. Aujourd'hui, nous revenons sur ce projet de loi avec principalement les 5 points abordés par la première ministre, 5 points qui mettent en avant l'investiture. On parle de la sécurité, de l'investissement plutôt, la sécurité, le développement rural, l'agriculture, mais aussi la pêche, l'élevage. Vous aurez plus de détails avec nos invités sur ce plateau. Je ne suis pas seul. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre, de suivre votre émission Kiosque pour ce numéro spécial. Vous avez, et vous allez reconnaître de visage, nous allons commencer par présenter Gardidiana. Bienvenue à vous. Merci Guichungu. Gardidiana n'est pas seule. Nous présentons également Amédée. Bienvenue. Bonjour Mais aussi Faustin, bienvenue. Merci, bienvenue. Alors, on va démarrer avec ce projet de loi qui a fait couler assez d'encre et de salive. On doit également préciser que le gouvernement de la RDC avait pris des mesures en juin 2024 pour assurer la stabilité du cadre macroéconomique. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire, c'est la question que je vous pose, Amédée, qu'il y a quand même des résultats produits? Oui, on peut le dire. En fait, quand le gouvernement Soumina a pris les affaires, il était question, notamment pour les ministres des Finances, de mettre un peu de l'ordre au niveau de la chaîne de la dépense, parce qu'en ce moment-là, on avait remarqué une explosion de dépenses d'urgence, alors qu'il y avait d'autres dépenses qui étaient nécessaires et prioritaires, mais qui n'étaient pas pourvues de crédit. Donc, pour cette fin-là, le ministre avait notamment exigé à chaque sectoriel, c'est-à-dire à chaque ministre, de ne plus dérespecter au fait la chaîne de la dépense en commençant par engager sa propre dépense. C'est-à-dire que parce que la chaîne de la dépense part d'abord de la création de la dépense. Alors pour chaque ministre, il doit engager sa propre dépense au lieu de, comme c'était devenu un peu la coutume, un ministre pour accélérer les choses dans la chaîne de la dépense, au lieu d'engager sa dépense, il passe un coup de fil au ministre du budget pour qu'il puisse liquider la dépense qu'il veut actionner. J'aimerais que vous nous parlez beaucoup plus du résultat, parce qu'on dit oui, c'est quand même un cocktail de mesures, mais qu'est-ce que ça a donné concrètement? Alors, 4 mois Parmi les retombées, oui, 4 mois après la mise en œuvre de cette mesure, on remarque que le taux de dépenses en urgence a sensiblement baissé, passant de plus de 50% à 15% actuellement. Donc ça veut dire que on commence quand même à respecter la chaîne de la dépense. Vous savez, en comptabilité, il y a un principe qu'on appelle le principe de la neutralité. C'est un principe qui proscrit toute manipulation des écritures comptables sans soubassement. Or, quand on ne respecte pas la chaîne de la dépense, ça veut dire qu'on ne donne pas tous les documents qui doivent accompagner une dépense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de facture, il n'y a pas de bons de commande et tout. Et ça, c'est ce qui est à la base de la corruption, de la surfacturation, disons, de la dilapidation des deniers publics. Donc c'était une mesure nécessaire pour instaurer une discipline budgétaire. Très bien, on va parler peut-être plus de ces retombées. Moi, j'aimerais qu'on rentre un tout petit peu, Faustin, sur ces mesures prises par le gouvernement pour assurer cette stabilité macroéconomique. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Bon, merci d'abord pour la question. Je voulais juste compléter ce qu'Amédée venait de dire tout à l'heure. Vous savez, Guy, évidemment, dans une économie moderne comme la nôtre, évidemment, il y a ce qu'on se fixe comme repère. Et quand vous fixez comme repère, il faut nécessairement avoir des balises. Les repères, c'est la politique que le gouvernement a mise en place dans le cadre, évidemment, de la vision du chef de l'État et dans le cadre du programme économique du gouvernement qui a été adopté au niveau du Parlement. Et quand je parle des balises, c'est-à-dire, c'est pouvoir... Parce que les balises vous aident en fait à orienter votre politique. Et en termes conjoncturels, les grandes balises, c'est évidemment ce qu'on a coutume d'appeler le taux de change et le taux d'inflation. Parce que pour vous rendre compte que vous êtes sur la bonne voie, il y a des signaux. C'est comme quand vous êtes dans un véhicule.
il y a des signaux qui vous guident au niveau du tableau de bord. Et les tableaux de bord pour une économie, ce sont ces indicateurs conjoncturels-là, le taux d'inflation et le taux de change. Et ce qu'il faut reconnaître, à Madame la Première ministre, c'est que de ce côté-là, on a essayé un peu de discipliner les choses. Parce que chez nous, tous les déséquilibres que nous constatons sur le plan économique tirent leur source au niveau de finances publiques. Donc pour vous, la stabilité a été une garantie. Donc la stabilité a été garantie. Et la grande mesure qui a été mise en place, c'est évidemment contrôler strictement les dépenses. Parce que vous vous rappelez, avec la reddition des comptes, on s'est rendu compte qu'une bonne partie des dépenses publiques étaient exécutées en mode d'urgence. Et quand vous exécutez les dépenses en mode d'urgence, il ne faut pas non plus ignorer que ce sont généralement des dépenses en francs congolais. Et quand on exécute des dépenses en francs congolais, qui pise encore en mode d'urgence, c'est que tous les francs congolais là se déversent sur le marché des changes. Et c'est ce qui a fait qu'il y a surchauffe sur le marché des changes. Quand tu as surchauffe, évidemment, la conséquence directe, c'est le taux d'inflation. De ce côté-là, au moins, le gouvernement a misé sur les paramètres justes. Et les paramètres justes, c'est de contrôler strictement les dépenses. Au moins, on a limité, Amédée le dit tout à l'heure, on est parti des dépenses à moins d'urgence de plus de 50%. Aujourd'hui, on est à moins de 15%. L'objectif, c'est de les faire descendre en dessous, sous la barre de 10%. Bien sûr, on va y arriver. Mais ce qu'on doit se féliciter, c'est que, je l'avais dit une fois sur ce plateau, quand on discutait des 100 jours du gouvernement, j'avais dit que c'était un peu prématuré de juger un gouvernement rien que pendant une période aussi courte de 100 jours. Mais je me suis dit à mon niveau que ce qu'il y avait à féliciter au niveau de Madame la Première ministre, c'est qu'elle s'est réellement approprié ses fonctions de Premier ministre. Aujourd'hui, on a pris un super ministre des Finances qui peut faire tout ce qu'il veut. C'est permettre tout et n'importe quoi. Voilà, qui peut actionner des dépenses sans qu'il y ait l'aval de son chef, qui est le Premier ministre. Au moins aujourd'hui, Madame, l'avantage pour elle, c'est que tout s'exécute sous sa coordination. Et ça, il faut s'en féliciter. Une centralisation des dépenses, une centralisation, ce n'est même pas une centralisation. Autour du Premier ministre. Non, ce n'est même pas une centralisation parce que je crains que Diane puisse rebondir sur cette question parce qu'il n'aime pas que je parle de la coordination. Moi, maintenant, il y a une bonne coordination de l'action gouvernementale. Et ça, il faut s'en féliciter. Gardi Diana, moi, j'aimerais qu'on parle avec vous de ces grands agrégats de cadrage macroéconomique des recettes et des dépenses publiques. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que on risque de s'accorder sur ces plateaux la plus grande faiblesse. Jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai toujours dit, c'est la programmation au niveau de finances. Et c'était la plus grande difficulté depuis toujours, jusqu'à preuve du contraire. Ce qui a rendu même léthargique la reddition de comptes. En fait, il y a tellement, il y a absence de l'écriture comptable qui fait que même les députés qui sont censés faire le contrôle ont fait de cet élément un élément de routine, ne sachant pas par où commencer, par où finir. Et finalement, c'était un élément pour moi, le plus grand élément nocif. Quand on parlait de question de cadrage macroéconomique, moi je pense que la première des choses aujourd'hui, c'est que moi je m'attellerai sur le plan d'engagement budgétaire aujourd'hui. Je préfère aussi rester sur ces secteurs-là parce que aujourd'hui, au-delà du fait qu'on s'est toujours plaint, au-delà du fait qu'on a réussi à conclure la 6e revue avec le FMI, mais avec toujours la même faiblesse, c'est-à-dire que les dépenses en mode d'urgence, les dépenses exceptionnelles à des taux exorbitants. Aujourd'hui, pour moi, le plan d'engagement budgétaire a permis à ce qu'il y ait une certaine clarté, mais surtout une certaine célérité dans les dépenses et dans la gestion de finances publiques. Pour moi, c'est le plus grand problème, c'est la plus grande réussite, parce que, j'ai toujours dit, le plus grand défaut de la RDC, on veut bien parler du développement, mais pour aller vers le développement, pour aller vers le financement de projets intégrateurs, pour avoir suffisamment de capital productif, tout commence par là. Et je crois que, pour une première fois, on arrive à un certain moment où dans l'exécution des dépenses publiques au niveau de la gestion de finances, le chose semble être un peu plus orthodoxe, un peu plus calme, avec plusieurs réformes, plusieurs stratégies mises en place. Maintenant, après, dans la redistribution, maintenant on verra qu'est-ce que ça pourra donner. Mais je crois qu'encore une fois de plus, s'il y a des mérites à donner à ces gouvernements, c'est à ces niveaux-là. C'est-à-dire une orthodoxie dans la gestion de ressources de l'État, mais aussi un certain droit de regard. C'est vrai qu'on dira qu'on a une première ministre qui est habitée par ses fonctions, oui, mais on a aussi un ministre de Finances qui, jusqu'à preuve du contraire, montre qu'il est à la place qu'il faut, il sait faire ce qu'il faut. Donc, en gros, pour moi, j'ai toujours dit, la providentialité n'est pas une valeur dans l'action gouvernementale. Je crois que c'est une équipe aujourd'hui, surtout dans cette trilogie-là, dans la commission ECOFIN particulièrement. Vous savez qu'il y a une sorte il y a une complémentarité, il y a un travail de chaîne qui est fait. Vous évitez le mot.
Non, je n'évite pas le mot. Si vous ramenez dans les sémantiques, on va retourner, on risque de rester là. Et vous savez que quand il faut rester dans la sémantique, c'est toute une vie pour moi. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur... S'il vous plaît, moi je voulais juste compléter un mot, parce que Diane a fait mention de plan d'engagement budgétaire. Vous savez ce qui est évidemment à souligner, juste pour la période, c'est-à-dire les 3-4 mois depuis que le gouvernement est en place, c'est qu'on a fait un effort pour que le plan d'engagement budgétaire corresponde au plan de trésorerie. Parce que là, on l'a toujours dénoncé. C'est-à-dire, il y avait des dépenses qui étaient directement sollicitées au niveau du ministère du Budget, sans que ça soit indexé au plan de trésorerie. C'est-à-dire, c'est comme si tu demandes l'argent alors que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la caisse. Mais moi, évidemment, aujourd'hui, on est revenu. Parce que j'ai toujours dit que dans ces pays, c'est-à-dire, on n'est pas prompt à respecter nos propres lois. Le pacte de stabilité économique existe. Il a été signé depuis, je crois, 2008. Non, il a été même renouvelé quand c'est l'été au gouvernement, avec le gouvernement Ilunkamba. Actualisé, avec c'est-à-dire, ces pactes exigeaient à ce que les plans de trésorerie correspondent exactement au plan d'engagement budgétaire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas engager de dépenses sans que vous n'ayez aucune idée sur la trésorerie de l'État. Au moins aujourd'hui, il y a un effort qui est fait. Et y a-t-il des réformes qui encadrent cette façon de faire? Non, il n'y a pas de réformes. Les réformes sont là. Les réformes sont là. Ça sert même à rien de réinventer la roue parce qu'elle est déjà là. Les réformes sont là, le cadre est là. C'est-à-dire qu'il suffisait juste de respecter ce qu'on s'est convenu. Au moins au niveau du gouvernement aujourd'hui, le budget ne peut pas engager un processus de liquidation d'une dépense sans qu'il y ait une coordination au niveau du ministère des Finances. Et l'aider, c'est la trésorerie qui est gérée aux finances et les plans d'engagement budgétaire qui est géré au ministère des Budgets, tout s'est fait sous la direction de Madame la Première ministre, ce qui ne se faisait pas avant, ou ce qui se faisait, mais il y avait au moins laissé aller. Aujourd'hui, il n'y a pas de ministre qui se comporte comme des électrons libres. C'est-à-dire qu'il suffit d'une lettre qu'il envoie à son collègue des budgets et puis on actionne la dépense. C'est ce qui faisait qu'il y avait explosion des dépenses à mon d'urgence. Bon, moi, aujourd'hui, on revient à la normale. On sait qu'il y a une chaîne de la dépense qui existe. Quand vous voulez engager une dépense, vous inscrivez dans la chaîne de la dépense. C'est simplement ça. Quelles sont les retombées de ces sérieux constatés aujourd'hui? Les retombées directes? Oui, mais je n'ai pas envie de vous le dire aujourd'hui. J'ai envie de les entendre de votre bouche. Non, en fait, je n'ai pas envie d'emprunter une expression utilisée par quelqu'un pendant la plénière, mais je pense qu'aujourd'hui, les marges de trésorerie nous donnent raison aujourd'hui quand on peut avoir un capital productif aller vers l'investissement. Parce que quand on dit que le budget pour le projet d'investissement ont augmenté aujourd'hui, c'est quoi? Parce que quand on parle le non-respect de ce dépilier évoqué par Faustin, occasionner le coulage, occasionner le détournement, c'était devenu presque une manne. Je ne vous rappelle pas, regardez la reddition de comptes 2023. On parle de crimes de finances à ces niveaux-là. C'est-à-dire quand on arrivait à exécuter. Mais je voulais ajouter un autre élément. Ce qui justifiait la faiblesse à ces niveaux-là, c'est qu'il existait des ministères sans avoir épuisé ne serait-ce que la moitié de ces lignes budgétaires, s'est retrouvé déjà à court de crédit. Pourquoi? Parce qu'il y en avait des budgétivores. Et ça, encore une fois de plus, c'était pour moi un problème. Coordination. Oui, mais vous aimez beaucoup rester dans l'approche de coordination. Oh, ouais. Si vous voulez, à ce niveau-là, je pense que pour moi, la plus grande des faiblesses était au niveau de la ventilation des dépenses. Et qu'il y avait des ministères qui semblaient avoir priorité. Là, encore une fois de plus, je pense que c'était un problème d'hommes et de gestion. Il y a des gens qui préféraient accorder beaucoup de crédit à d'autres personnes, à d'autres ministères et à gauche, à droite. Aujourd'hui, chacun peut user de ces lignes budgétaires convenablement, un peu comme on a dit avec le plan trésorerie. Ça veut dire qu'avant d'engager, tenez compte de ce qu'on part carrément sur une gestion sur base caisse. Et ça, à la limite du possible, ça permet à chacun de pouvoir maîtriser ce compte, savoir prioriser les dépenses, mais surtout aller dans une approche alors, Amédée, un peu plus efficace. Parlons un tout petit peu de ces chiffres. On parle de 49 000 milliards de francs congolais pour cet exercice 2025, pour la loi des finances, la proposition, le projet de loi des finances 2025. Est-ce que, selon vous, ce projet de loi est-il réaliste? Oui, je pense que, parce qu'en fait, de toute façon, c'est fait par des experts. C'est des gens qui sont habitués à faire des projections pour chaque session budgétaire. Donc, on s'est dit que la Première ministre cherche à se donner les moyens de sa politique. En fait, pour
déjà commencer à éclairer un peu par rapport aux indicateurs et autres agrégats macroéconomiques qui sous-tendent ces budgets. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est 49 milliards 846 milliards de francs congolais. Donc, ce budget, il est en accroissement de 21% par rapport à celui de 2024. Okay. Donc, on voit quand même un accroissement de 21%, c'est quand même quelque chose de très bien. On voit que le gouvernement mise sur un taux de croissance de 5,7%. Ça veut dire qu'on projette une croissance en 2025 et c'est presque le même taux de croissance qu'en 2024. Je vois aussi que la Première ministre mise sur un franc congolais qui resterait en tout cas plus ou moins stable parce que le taux budgétaire moyen qui est pour ce budget 2025, c'est 2954 francs congolais pour $1. C'est les taux budgétaires moyens. Donc, or, là, nous sommes à 2800 ou 2850 pour un franc congolais. Donc, on suppose que le gouvernement va travailler vraiment pour la stabilité du franc congolais. Puisqu'il suffit qu'il y ait vraiment dépréciation du franc congolais pour que ces cadrages macroéconomiques tombent à l'eau. Donc, j'espère que, comme Faustin venait de le dire tout à l'heure, que le gouvernement mettra vraiment les balises pour qu'on garde la stabilité du franc congolais afin que ces budgets puissent refléter pourquoi il a été élaboré. Donc, il y a un autre indicateur qui est important, c'est les taux, la pression fiscale qui est projetée à 14,4% pour 2025, venant de... en 2023, c'était 13,6%. Donc, on évolue quand même. Il y a un aspect important qui intervient pour assurer cette mobilisation des recettes. Où est-ce que Mme Souminois pense-t-elle, puisqu'elle a présenté son projet de budget, trouver cet argent, ces 49 000 milliards de francs congolais, afin de rendre plus rationnel ce qu'elle a défendu? D'abord en interne, puisque quand on lit les résumés de son budget, on voit que déjà en interne, il y aura un accroissement de 24% des collectes des recettes publiques en interne. Donc, un accroissement de 24% par rapport à 2024. Donc, déjà, elle mise au niveau interne, mais elle mise également sur... au niveau interne, avec quoi exactement la taxe? Avec quoi les régies financières? Avec exactement quoi? Oui, nous savons qu'au niveau du ministère des Finances, il y a un certain nombre de réformes qui sont en train d'être implémentées. C'est notamment la facture normalisée qui va permettre d'optimiser la collecte de la TVA, qui est une taxe importante. Vous savez qu'en France, la TVA, c'est la première source d'impôt en France, puisque c'est 20% des recettes publiques. Donc ici, depuis que... société productrice, bien évidemment. Voilà. Ici, depuis une dizaine d'années, on fait des tentatives avec la TVA. Ça ne marche toujours pas, mais cette fois-ci, nous croyons qu'avec cette facture normalisée qui impose aux grandes entreprises d'avoir décomptabilisé toutes leurs opérations, ça permettra en tout cas de maximiser la TVA et d'accroître notamment les recettes au niveau interne du pays. Très bien. Alors, Faustin, beaucoup se posent la question sur l'absence d'un secteur important et clé dans la charpente ou le plan directeur de Mme Souminois, ces 5 piliers. On ne remarque pas l'éducation, les piliers sont là derrière moi. On parle du crédit alloué à l'investissement, on parle de la sécurité de la défense, on parle de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, on parle aussi du développement rural, on parle de la sécurité. Malheureusement, on ne constate pas l'éducation. Comment comprenez-vous cette absence? Bon, moi je ne pense pas, peut-être c'est incise, mais je ne pense même pas que ce soit une incise. Parce que quand vous balancez le tableau sur les investissements, vous comprenez que les investissements sont en légère hausse. Les investissements, ce sont des investissements en infrastructure, aussi bien scolaires, sanitaires, ainsi de suite. Je crois dire que le secteur de l'éducation a été abandonné, moi je ne pense pas. Parce qu'il faudrait entrer dans les fonds. Quand on vous dit par exemple l'accroissement des crédits alloués aux investissements est de 18,2% par rapport à, de 48%. De part des recettes budgétaires qui seront affectées aux certains investissements. Les investissements, certainement, c'est dans des secteurs prioritaires.
et les secteurs prioritaires, c'est l'éducation. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens arrivent quelquefois à déformer certains termes. Parce que chez nous, quand on parle d'éducation, on voit directement la rémunération des enseignants. Justement, la rémunération des enseignants. Il ne faut pas oublier que les enseignants font partie de la fonction publique. Et dans le budget, il y a une rubrique affectée aux rémunérations. C'est-à-dire quand vous voulez parler rémunération des enseignants, il faut aller dans la rubrique rémunération. Mais quand vous voulez parler investissement dans les secteurs prioritaires, on sent qu'évidemment, avec le budget 2025 qui a été proposé au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une nette volonté du gouvernement d'accroître les investissements publics. Parce qu'on a toujours dit, évidemment, il ne faut pas qu'une bonne partie du budget ne serve qu'au fonctionnement des institutions et à la rémunération. Là, on fait du surplace. Au moins maintenant, il y a une volonté d'aller de l'avant et que les gens il n'y a aucune raison de s'alarmer que non, l'éducation est abandonnée. Moi, je ne pense pas. Il y a une volonté d'investir davantage dans les secteurs prioritaires, comme je l'ai dit. Les secteurs là, parce que quand vous voyez les 5 clés là, il n'y a pas non plus le secteur de la santé. On risque de croire aussi qu'on a abandonné la santé, pas du tout. Aussi longtemps qu'il est prévu des investissements massifs dans ces secteurs prioritaires, les infrastructures, l'éducation et la santé, c'est qu'il y a une volonté d'aller là-bas. Mais je voulais revenir sur la première question que vous avez posée à Amédée par rapport à est-ce que le gouvernement va se donner les moyens de mobiliser les 49 000 milliards de francs congolais? Moi, je dis oui. Parce que vous savez, chez nous, il y a une masse dormante de ressources qu'on ne sait pas encore mobiliser ou rationaliser. Parce que quand vous lisez les prévisions budgétaires de Madame la Première ministre par rapport au budget 2025, vous constaterez que les recettes courantes, c'est-à-dire les recettes internes, ils sont en légère hausse par rapport à ce qu'on a connu avant. Et même les recettes extérieures, la proportion est à peu près de 70 à 30. Alors qu'avant, on était dans des proportions de 60 à 40. Et même dans les recettes internes, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plus grande des régies financières qui apporte plus de recettes au niveau du budget de l'État, c'est la DGI. La DGI a une part importante dans les recettes courantes qu'on va recouvrir en 2025. Mais vous constaterez qu'aujourd'hui, la DGRAD rivalise avec la DGDA. Parce que dans les prévisions budgétaires, quand vous lisez les recettes non fiscales qui doivent être recouvrées au niveau de la DGRAD, c'est à peu près dans la même proportion que les recettes de la douane. Ce qui ne se faisait pas avant. C'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté, comme je disais tantôt, une volonté de mobiliser, c'est-à-dire de mobiliser tous les services d'assiette. Parce que vous vous rappelez que les recettes que la DGRAD mobilise, c'est en synergie avec toutes les administrations qui servent des services d'assiette. Oui. On a toujours dit, régies financières, on a toujours dit qu'il y avait de ces côtés-là un peu de léthargie, un certain laisser-aller. Oui, avec le coulage qui s'observe. Voilà, mais aujourd'hui, il y a une coordination, si bien qu'une régie qui était marginalisée avant comme la DGRAD peut aujourd'hui rivaliser, comme je le disais tantôt, avec la douane. Mais plus loin encore, il y a aussi, il faut se féliciter parce que dans les budgets, au moins, on a incorporé aujourd'hui tout ce qu'il y avait comme retombé dans la renégociation du contrat chinois, ce qui ne se faisait pas avant. Parce qu'avant les recettes ou les ressources tirées de ces partenariats entre la Chine et l'État congolais, c'était des ressources extra-budgétaires qui étaient gérées dans un cadre tout à fait opaque. Mais au moins aujourd'hui, on les a intégrées dans les budgets de l'État. C'est le gouvernement qui va gérer. Maintenant, c'est le gouvernement qui gère, ce qui ne se faisait pas avant. C'est pourquoi je disais, il faut accorder un certain crédit à l'action gouvernementale, parce que moi aujourd'hui, on sent, comme je l'ai dit en introduction ici, on sent que les repères sont là, et on sent que le gouvernement tient compte aussi des balises. Parce que quand on dit le taux de change, par exemple, est de 2900, c'est un taux réaliste. C'est-à-dire, c'est un budget qui ne verse pas dans la démagogie. Quand on vous dit on va viser à un taux annualisé en termes d'inflation de 10%, c'est réaliste. Mais évidemment, ce qu'il faut, peut-être le bémol, c'est qu'on doit encore faire un effort en revenant à ce qu'on disait, ce qu'on a toujours tendance à dire, la diversification de l'économie. Parce que chez nous, les défis sont immenses, ils sont tellement énormes qu'on ne peut pas atteindre tout ça avec un taux de croissance de 5,7%, comme c'est prévu. Tous les spécialistes et toutes les analyses sont d'avis que pour que notre pays arrive à faire un bond en termes économiques, il faut qu'on vise un taux de croissance à 2 chiffres. Mais évidemment, il y a une volonté, il y a un parcours qui est tracé, il y a une trajectoire qui est là, qui rassure, et il faut accorder, comme je l'ai dit tantôt,
un crédit à l'action. Très bien. Alors, si je peux insister sur un point, puisque Faustin l'a évoqué, c'est rapidement. par rapport aux crédits qui sont alloués aux investissements. Ouais. En fait, moi, c'est le point qui m'a le plus intéressé. et je voulais qu'on parle des innovations en faisant un parallélisme, en dressant un parallélisme entre 2024 et 2025. Justement, et en ce qui concerne les investissements, on voit que voilà, il y a un accroissement de 18% par rapport à ce qui était au budget 2024. Et surtout, dans le budget 2025, les fonds alloués aux investissements représentent 48% du budget général. En fait, c'est 21 000 milliards de francs congolais. C'est plus ou moins 7 milliards de dollars. Moi, je me dis, en tout cas, j'attends voir le gouvernement investir 7 milliards dans les investissements. Ça serait en tout cas un grand pas pour le développement de la RDC. Puisque, en fait, moi j'ai toujours dit, le problème dans notre pays, ce n'est plus la mobilisation. C'est vrai, on doit continuer à mobiliser plus. Mais le problème, c'est plus l'affectation des ressources déjà mobilisées. Puisque quand on Qu'est-ce qui est prévu mobilise... pour 2025? Oui, ce qui est prévu, oui, c'est 7 milliards de dollars qui seront investis dans les investissements. Suffisant pour vous? C'est quand même... un grand pas. Un pas important, en tout cas, à ce qui concerne les investissements. Puisque moi, je me suis toujours insurgé contre le fait que, quand vous regardez les dépassements budgétaires, c'est toujours dans les dépenses de fonctionnement. Moi, j'aimerais qu'il y ait des dépassements. Par contre, dans les investissements, puisque là, ce sont des routes, ce sont des barrages, ce sont des écoles, voilà, des infrastructures. Ça, c'est très important. Consacrer 48% du budget général aux investissements, en tout cas, moi, j'aimerais vraiment que le gouvernement puisse le réaliser. Et évidemment, et j'ouvre cette parenthèse parce que, en fait, vous avez vu le débat qu'il y a eu au niveau de l'Assemblée nationale sur la reddition des comptes 2023. Moi, je pense que en RDC, on doit quand même se départir de certaines tares, puisque ça n'est trop quand même qu'on vote un budget, mais il n'est pas appliqué. Et je crois en tout cas à la Première ministre qu'elle mettra toute la rigueur possible pour que ces projets de budget qui sera voté, parce que là, ça sera encore amendé par l'autorité budgétaire. Il faudra peut-être des implications des élus du peuple. Voilà, les élus du peuple sont en train d'enrichir et tout, mais vraiment que ça puisse être exécuté. Parce qu'au fait, le budget, c'est une loi et on doit la respecter, qui est coulée même sous marbre par une ordonnance présidentielle. Donc, il faut respecter ce qui... Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Ce qui explique tous les déplacements qui s'observent, notamment la non-exécution de la loi sur le budget. Exactement. C'est pourquoi moi je suis d'accord avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui disait puisqu'il ne faudrait pas attendre la reddition des comptes pour commencer à indexer le gouvernement. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on exécute le budget, il faudrait que le gouvernement puisse voir dans quel mécanisme mettre en place pour évaluer avec le Parlement. Je vais revenir à vous. Je termine juste. Tout à l'heure, Faustin parlait du pacte de stabilité qui existe entre le gouvernement et la Banque centrale. Moi, j'aimerais qu'il y ait un pacte sur l'orthodoxie budgétaire entre le gouvernement et l'Assemblée nationale pour évaluer, par exemple, tous les 2 mois, la façon dont le budget est exécuté. Pour qu'on n'arrive pas à la fin de l'année à dire que, voilà, il y a eu des dépassements et tout et tout. Ça serait bien pour le pays. Alors, Gardi Diana, restons dans ce comparatif. Prenons un des 5 piliers, un des 5 points. Je parle de la sécurité. Est-ce que, pensez-vous que ce budget a prévu également ce qu'il faut au regard de la situation actuelle sécuritaire du pays? Est-ce que ce budget cette proposition de loi sur les finances 2025 a été conséquent en ce qui concerne la sécurité dans notre pays? En fait, le secteur sécuritaire est un secteur assez paradoxal. Il est difficile aujourd'hui de quantifier de manière directe ce qu'il faut exactement. Parce qu'on vous dirait que quand vous regardez par exemple les marges budgétaires accordées à la sécurité lors du budget 2023, s'il y a eu des difficultés en termes d'exécution de ces budgets, c'est peut-être dans la chaîne. Il y a eu corruption à gauche, à droite, il y a eu des gens qui se sont permis de faire la rétention de fonds de militaires et autres. C'est difficile. Et aujourd'hui, dans cette guerre-là, dans son écosystème, il est difficile de pouvoir évaluer parce que je regardais comment on appelle la stratégie de programmation militaire, et quand vous voyez ce qui se fait aujourd'hui sur terrain,
les affaires sont restées beaucoup plus stratégiques. Moi, 25%, oui, mais symboliquement, je crois qu'on s'accorderait à dire que pour un État comme la RDC, qui a fait de la sécurité sa priorité, on aimerait quand même que cette marge-là aille un peu plus loin, pour, je reste pour le dire symboliquement, pour prouver à la face du monde que c'est une question qui nous tient à cœur et que c'est une question qui est prioritaire pour nous. Mais dans le fond, permets-moi de revenir sur un élément essentiel, quand on le dit, parce que Amédée a évoqué un élément essentiel, un pacte entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Je pense que ça serait de trop parce que le législateur a accordé à cette Assemblée nationale la possibilité de contrôler au quotidien et pas par pas. Mais ça ne marche pas. Justement, encore une fois de plus, un peu comme on a dit tout à l'heure, si la reddition de comptes est devenue un élément de routine, c'est parce que le budget tel que voté n'est pas exécuté en d'autres termes. Et quand vous demandez à quelqu'un qui doit évaluer un projet qui ne cadre pas avec les termes votés au départ, c'est compliqué, c'est difficile. Donc à ce niveau ici, je crois, je reviens sur ce que je dis une fois de plus, il faudra que l'Assemblée nationale, surtout sur les questions de finances, joue pleinement son rôle. Ça commence par les commissions permanentes. Il faut à la limite aujourd'hui faire comprendre aux gens que la commission ECOFIN a un rôle prépondérant, surtout dans les dynamiques, surtout avec les engagements. Aujourd'hui, je dirais la vérité, c'est que... Qu'est-ce qui fait que ces restrictions ne soient pas respectées afin de garantir un peu l'exécution du budget? À quel niveau ça dérange pour que ça soit aussi laxiste? Si vous posez à moi la question, je vous dirais que c'est question d'hommes. La question, c'est qu'aujourd'hui, qui sont ceux qui dirigent la commission ECOFIN? Sur base de quel critérium? On est sur des bases politiques, à la limite. Autrement, vous dites, quel est l'état d'esprit de ce Parlement? Je pense que pour moi, ici, le Parlement est un peu dans la suite logique de cet esprit d'étorpiller un peu le budget de l'État. Je crois que le fait que ces budgets n'aient pas exécuté en des termes tels que votés arrange l'Assemblée nationale. La preuve aujourd'hui, quand vous regardez l'ensemble des institutions, c'est l'institution budgétivore. C'est eux qui consomment le gros de ces ressources-là. Donc, vous ne demandez pas, c'est lui qui crée les problèmes pour pouvoir le résoudre. Et je crois qu'à ce niveau-là, il faudra qu'on trouve un mécanisme, un moyen pour que le législateur joue pleinement son rôle. Il est autorité budgétaire, il faudra qu'à la limite, la possibilité de contrôler l'action de l'exécutif est une possibilité infinie. On leur a donné la possibilité de le contrôler régulièrement et au quotidien, à chaque pas, à chaque dépense. Et j'ai rebondi sur cet aspect des choses. Faustin, il parle d'un mécanisme à mettre en place pour assurer le contrôle, pour que l'on ne tombe plus dans ces dépassements budgétaires. Comment faire pour que le budget soit respecté? Que doit faire l'État, le gouvernement? Mais aussi, est-ce que la tâche ou la responsabilité revient à l'ECOFIN, comme Gardi l'a souligné? Mais c'est très simple, Guy. Il y a des principes et des règles qui sont établis. Qui semblent être faibles. Amédée l'a rappelé, pas faibles, pas faibles. Ce sont les hommes qui les rendent faibles. Exactement. C'est ceux qui doivent les appliquer qui les rendent faibles. Parce que quand vous lisez l'architecture de notre système de finances publiques, je vais vous rappeler, il y a une réforme qui a été lancée depuis, je crois, 2014, qu'on synthétise sous le terme LOFUP, la loi sur les finances publiques. Quand vous lisez cette loi-là, elle est d'une perfection. Elle est d'une perfection telle que si tout le monde devait se plier à ça, on n'aurait pas à relever tout ce qu'il y a comme incongruité dans la gestion de finances publiques. C'est pourquoi je dis qu'il y a juste des principes et des règles et tout le monde s'y soumet. C'est simple. On dit non, il faut créer un autre mécanisme. Ça ne vaut pas la peine parce qu'au niveau, au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale dispose d'un gendarme financier, c'est la Cour des comptes. Il faut juste réactiver la Cour des comptes, lui donner des moyens, les mettre dans les conditions de bien fonctionner. On avait connu... Au côté de l'inspection générale des finances. L'exemple de l'inspection générale des finances. Au côté ou de manière parallèle ou ensemble? Non, en parallèle. Ils sont tous au service de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'IGF. Les gens croient que l'IGF existe avec Gilles Alinguette. Pas du tout. L'IGF a été créé depuis les années 80, fin 80. 87, je crois. L'IGF reprend ses forces avec Gilles Alinguette. Mais l'IGF a repris ses forces parce qu'il y a une volonté politique de donner à l'IGF tous les moyens de sa politique. Il faut qu'on en fasse autant avec la Cour des comptes. Parce qu'imaginez-vous la Cour des comptes. La Cour des comptes par rapport à l'IGF, la Cour des comptes a un pouvoir de sanctionner. C'est que l'IGF ne sait pas faire. L'IGF, quand il dénonce, l'IGF ne se limite juste à la dénonciation. Et quand il a bouclé son travail, il transmet acquis des droits à son chef hiérarchique, qui est le président de la République, et c'est au président de la République d'instruire le gouvernement pour actionner les mécanismes judiciaires. C'est que la Cour des comptes a en fait un spectre
un large spectre. Une juridiction avec la possibilité de Qui peut saisir. s'étendre jusqu'à la présidence de la République. Bien sûr, bien sûr. Si on parle des dépassements même à ces niveaux-là, c'est pourquoi je disais, Guy, il faut pas chercher il faut pas mystifier certaines choses. C'est pourquoi je reviens toujours à ce que j'ai dit, c'est-à-dire les budgets en soi, dès qu'ils quittent le Parlement et qu'il repasse en deuxième lecture au Sénat et qu'il arrive sur la table du président de la République qui promulgue la loi des finances sous forme d'une ordonnance présidentielle, ça devient une loi. Et une loi doit être appliquée. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter que quelqu'un à qui on a prévu pour une année 1 000 $ par exemple, à la fin, il vous présente des dépassements de 5 000. C'est que quelque part, il y a un laxisme. Peu importe la structure. Peu importe la structure, c'est que quelque part, il y a un laxisme. Peu importe l'urgence. Il faudrait peu importe l'urgence. Et il vous explique peu pas comment importe il est les pas- imprévus. Non, On doit le dire que ça existe aussi, les imprévus. il y a des secteurs qui ont des crédits qu'on appelle des crédits évaluatifs. Comme le secteur de la sécurité, par exemple. On dit, il y a un adage qui rappelle qui veut la paix prépare la guerre. Vous pouvez beau avoir l'intention de investir, mais quand il y a instabilité, vous ne le ferez pas. Il y a des secteurs comme le secteur Le secteur de l'éducation. secteur social, par exemple. Quand il y a sinistre, ça ne vous annonce pas, par exemple. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, au niveau du ministère des Affaires sociales, dire non, voilà, il y a eu dépassement de temps, c'est qu'il y a certainement une règle de gestion. Il y a de ces secteurs-là, des dépassements peuvent se justifier. Mais un secteur comme l'Assemblée nationale, par exemple, on vous accorde un budget de temps et à la fin, vous présentez un dépassement de 150%. Ça n'a aucun sens. Et même dans les rémunérations, ce qui est... C'est que quelque part, c'est que les gens oublient, c'est-à-dire, si vous consommez plus que ce qui vous a été accordé, cela suppose qu'on a grignoté ailleurs. On a grignoté ailleurs. C'est-à-dire, on a sacrifié un secteur pour qu'on vous satisfasse, vous. Certains dérangent les autres. Parce que vous croyez prioritaire. Ouais. Je voulais chuter sur un mot, parce que je crois qu'on l'a toujours fustigé sur ce plateau-là. Au moins aujourd'hui, avec notre budget, on sent que nous sommes en train de se départir d'un budget de consommation à un budget d'investissement. Parce que quand vous prévoyez la masse budgétaire de 49... Renverser un tout petit peu la pyramide. Justement, on est en train d'inverser parce que pour un budget de 49 000 milliards et que vous vous accordez à dépenser 21 000 milliards pour les investissements, ça, il faut saluer. Évidemment, il faudrait que cette tendance-là se poursuive. Parce que chez nous, on a l'habitude... Et surtout que ça s'applique à la lettre. Ça s'applique surtout. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec la conception moderne de l'État, l'État n'est pas seulement consommateur. Il faut que l'État soit producteur. Parce que dans les économies comme les nôtres, les grands investisseurs doivent être le pouvoir public. Qu'est-ce qui est prévu d'être fait exactement dans ces secteurs d'investissement? Non, quand on m'avait posé la question sur les enseignants, pardon, le secteur de l'éducation qui seraient délaissés dans ces projets de budget 2025, je vous ai dit non, il y a des secteurs qu'on appelle des secteurs porteurs. Et chez nous, les secteurs porteurs, il y a les infrastructures, il y a le secteur porteur, il y a la santé. C'est-à-dire, vous voyez les routes, les centres de santé, les écoles. Ce sont des secteurs qu'on appelle des secteurs porteurs. Et donc l'investissement sera orienté vers les infrastructures de base. Mais les grands, les bémols, c'est qu'il faut que ceux qui seront chargés de l'exécution de ces budgets-là restent strictement dans le cadre budgétaire. C'est ça le problème. Amédée, vous savez, chez nous, juste un petit mot avant que Diane en intervienne. Juste un petit mot. Vous savez, chez nous, si on remonte un peu plus loin, depuis les manifestes d'Ancélé, en termes de textes, on est champion. Quand vous lisez nos textes, là, on a des textes corrects. Et que si on devait les appliquer, on serait peut-être un paradis. Mais c'est parce qu'on ne sait pas les appliquer. C'est pourquoi l'exercice de l'adoption et de l'examen du budget ne doit pas être un simple rituel. C'est-à-dire que vous allez au Parlement, vous passez... Dernièrement, les députés ont quitté l'hémicycle, je crois, au-delà de 3 h du matin. Ouais. Alors des gens qui prennent tout ce temps-là pour échanger sur un texte. Et qu'après, quand il faut les exécuter, vous vous en écartez correctement. Il faut être sérieux quand même. Très bien. Alors, on change la nature du débat. Je reste dans la question que tu as posée tout à l'heure sur la raison. Pour moi, l'un des indicateurs qui me prouve à suffisance que ce gouvernement est en train de renverser la vapeur ou la tendance et veut amener la RDC vers son apogée, c'est... J'ai toujours dit, et je ne cesserai de le dire, qu'on a 2 valeurs différentielles essentielles. On en a beaucoup, mais 2 valeurs essentielles, c'est l'énergie et l'agriculture. Regardez dans l'investissement du gouvernement, vous verrez que ce sont les 2 secteurs qui
sont mises en avant, ils sont dans la ligne des murs. Même si, un tout petit peu, j'accorde pas l'orientation sectorielle prise par le ministre, avec l'idée de pouvoir aller, qui pense que l'agriculture, c'est aller impliquer les gouverneurs pour aller donner des tracteurs ou autres, alors qu'il existe des coopératives dans différentes provinces, des vrais producteurs en interne. Mais dans le fond, aujourd'hui, et je crois que la Première ministre a tenté, lors du dernier Conseil des ministres, à recadrer cette politique-là, mais aussi en termes d'énergie. Quand on parle d'investissement, je rappelle aussi au niveau du secteur de l'éducation, aujourd'hui, le budget est passé de 13 à 24,7% si j'ai bonne mémoire. En termes de ressources pour l'éducation, ça prouve à suffisance qu'il est pris en compte dans le budget de l'investissement. Très bien. On va parler de l'agriculture. Oui. Je vous garde à m'aider. Ce que je voulais ajouter, c'est que, en fait, moi, je suis pour qu'on puisse pénaliser les fautes de gestion. En fait, à la rentrée judiciaire de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes avait demandé, en fait, qu'on puisse renforcer les pouvoirs de la Cour des comptes. Et il y a les organisations de la société civile, notamment l'ODEP et tout, qui sont pour, justement, on puisse renforcer ces pouvoirs de la Cour des comptes. Il faut, par exemple, notamment, étendre le pouvoir de la Cour des comptes aux ordonnateurs politiques, que sont les ministres et les gouverneurs. Il faut donner à la Cour des comptes, par exemple, le pouvoir de dégeler un compte bancaire, de confisquer quelqu'un qui a commis une faute de gestion, un détournement et tout, de confisquer ses biens et sans passer par sa hiérarchie. Il ne suffit pas seulement de faire la prison. Voilà. Donc il y a ça, mais il y a aussi, on est en train de demander à ce que la Cour des comptes soit tenue systématiquement et automatiquement chaque fois qu'il y a un contrat public signé. Pourquoi ça permet... Il y a un contrôle a priori. Voilà. Et un contrôle a priori, comme un peu le fait l'IGF. Donc, si on renforce les pouvoirs de la Cour des comptes, si on pénalise la faute des gestions, moi je pense que les dirigeants, ils vont réfléchir 1000 fois avant de commettre des fautes de gestion. Voilà. Très bien. Alors, Gardi, moi je reviens sur l'agriculture. Vous avez entendu, Faustin a donné quelques éléments lorsqu'on a parlé de l'investissement. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il a parlé de l'investissement, mais beaucoup plus en mettant un accent sur les infrastructures de base, les hôpitaux, les centres de santé, les écoles, il faut le construire et tout. Agriculture. Quelle devrait être l'orientation principale du plan d'action de Mme Souminois dans le secteur de l'agriculture, principalement, pour relancer justement ce secteur. Justement. Parce que vous avez critiqué tout à l'heure l'action menée par le ministre de l'Agriculture. Même si je suis en phase avec lui, mais elle m'empêche de le critiquer. Alors, en fait, en réalité, je pense que s'il y a un secteur qui a de l'incidence directe sur la réussite de projets d'infrastructure, c'est le secteur agricole. J'ai toujours dit que le Congo n'a pas de province pauvre, mais le Congo a des provinces avec des différences de ressources, notamment agricoles. Aujourd'hui, je pense que pour moi, la meilleure de stratégie, c'est à partir sur la base de financement des différentes coopératives en interne. Renforcer le pouvoir de production des opérateurs locaux. Ça passe par là, à mon sens. Ce n'est pas l'idée, cette stratégie assez... Moi, je pense que l'approche utilisée par le ministre cette fois-ci était une approche politique. Avant lui, il y a eu deux gens. Jean-Christophe Vahamouiti a utilisé la même méthode. Aujourd'hui, si vous allez dans le gouvernorat, il y a des tracteurs qui chôment là-bas. Certains sont même tombés en panne en désuète. Pour moi, la première stratégie, c'est donner la possibilité, renforcer la capacité de production des opérateurs locaux. Il y en a plein. Mais au-delà de ça, pour moi aussi, on a eu la chance ici, il y a eu une base avec le projet EPADEM PME. Dans ce secteur-là, j'ai vu beaucoup de producteurs. C'est vrai qu'il y a eu une dimension de valeur ajoutée, qui aussi, il faut le dire, est pour moi, à mon sens, le plus grand agrégat macroéconomique. À ces niveaux-là, je pense que l'État doit regarder pour pouvoir accorder une marge de progression à ces sociétés qui ont déjà bénéficié du fonds de la Banque mondiale avec l'aide de l'État pour leur permettre de gravir des échelons. Mais plus important, je l'ai toujours dit, le Congo maintenant, là, pour les secteurs agricoles, on a besoin de mettre en place une structure. J'ai toujours dit aujourd'hui, l'une des grandes difficultés, surtout ce secteur pourtant qui répond à la fois à un besoin de consommation et à un besoin d'investissement, il y a lieu de pouvoir donner la possibilité de financer le projet dans le secteur agricole. Je ne sais pas comment vous allez l'appeler. Moi, je suis parti sur des banques de développement, mais l'idée, c'est de pouvoir permettre à ce que ceux qui sont dans le secteur agricole bénéficient d'une certaine priorisation. Je sais qu'encore une fois, le plus on dira, il y a beaucoup de secteurs prioritaires, oui. Parce que c'est des gens, je le répète, qui à la fois répondent aux besoins de consommation, aux besoins d'investissement.
Et à la limite, pour moi, ça sera la meilleure de stratégies pour booster. Jusqu'ici, on des valeurs ne parle que aujourd'hui. du service national comme on a un marché, élément maîtresse. On a un marché, les gens n'en parlent peut-être pas assez aujourd'hui, un marché qui peut créer des millionnaires congolais comme le chef de l'État le veut, le secteur du café. Les gens ne savent pas, mais c'est un secteur qui peut apporter beaucoup plus de richesse que le secteur minier, surtout pour des opérateurs minimes, pas les grandes firmes à la limite. Quand vous regardez sur le marché, même les piments, il y en a plein, et je crois que s'il y a des niches où le Congo peut aller mettre en premier lieu l'investissement pour créer cette classe moyenne, pour moi, ça reste le secteur agricole. Et à ces niveaux-là, ce n'est pas avec cette procédure qu'on y arrivera. Très bien. Amédée, moi, j'aimerais que vous commentiez un tout petit peu le développement rural. On parle de ce développement rural depuis belle lurette, mais la politique pose problème. Qu'est-ce qui doit être fait pour assurer ce développement rural? Oui, d'abord, je mets un mot par rapport à l'agriculture. Vous savez, en fait, l'agriculture, ça fait partie de l'économie globale de la RDC. Qu'est-ce que ça vaut de... c'est vrai que dans ces budgets 2025, on voit qu'il y a un accroissement de 16% des fonds alloués à l'agriculture. C'est très important. Mais on doit prendre les problèmes dans sa globalité. Dans le secteur agricole, s'il n'y a pas, par exemple, des crédits agricoles à faible taux, s'il n'y a pas de routes de dessert agricole, s'il n'y a pas de voies navigables balisées, s'il n'y a pas des infrastructures portuaires, qu'est-ce qu'on peut, qui vaut l'investissement? Donc, il faut prendre en compte tous ces paramètres-là pour permettre... Comme un seul corps. Voilà, comme un seul corps. Si, même, à ce qui concerne le franc congolais, si la monnaie nationale n'est pas stable, qui va valoir ces secteurs-là? Donc, c'est tous ces paramètres-là qu'il faut... Donc, bref, il faut dire qu'il faut organiser tous les secteurs, en fait, pour pouvoir tirer tous les bénéfices que peut nous donner ce secteur. Bon, par rapport au développement rural, je vois que dans le budget 2025, il y a un accroissement de, j'ai vu 11%. C'est une bonne chose. Encore en parallèle de ça, je crois qu'il y a le programme PDL 145 territoires qui 11% avec l'action? Avec l'action prioritaire, j'ai vu dans les budgets de Madame la Première ministre, c'est qu'on va renforcer l'ANSER, c'est l'Agence nationale d'électrification rurale. Oui. Ça, c'est très important. Moi, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas développer ces pays dans l'obscurité. Non, il faut de l'électricité. L'électricité, c'est vraiment une infrastructure de base. Et les taux d'électrification en zone rurale, c'est 1%, s'il vous plaît. C'est 1%. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de l'énergie électrique. Alors comment Et nous en avons du potentiel. Et nous en avons du potentiel. Donc c'est d'abord l'énergie. C'est d'abord l'énergie et aussi l'agriculture. Bien sûr, c'est transversal en fait. Voilà. Donc si déjà on peut allouer suffisamment de fonds pour mettre de l'énergie, les routes des desserts agricoles. Mais les paysans eux-mêmes, ils vont générer, ils vont trouver des activités pour se prendre en charge, pour contribuer à l'économie du pays. Vous savez, il suffit juste de jeter parfois juste un pont quelque part pour qu'une activité se crée dans les zones environnantes. On parle même de la connexion Est-Ouest, voilà. Parmi le point évoqué par la Première ministre. Et on va faire la ronde. Je prends Faustin déjà pour épuiser son temps d'antenne. Quelles sont les grandes recommandations à faire? Après toute cette lecture, après toute cette présentation, nous avons décrypté le budget, cette proposition de loi voilà, des finances 2025. Et vous, quelles sont les grandes recommandations que vous pouvez faire? En fait, les grandes recommandations, disons... C'est encore au niveau de... Disons, bon, ça serait une façon de résumer. Des députés. De résumer ce que Diana et Amédée ont dit tout à l'heure, là, en parlant de l'agriculture et du développement rural. Vous savez, aujourd'hui, c'est pourquoi je me suis félicité, avant que, au moins avec ce budget, on a l'avantage de sentir l'État. En fait, l'État passe d'un simple consommateur, maintenant il devient producteur. Vous savez, nous avons, en tout cas par rapport à la RDC, une économie à reconstruire. Et une économie à reconstruire, cela voudrait dire qu'il faut qu'il y ait un incubateur quelque part. Et les grands incubateurs pour une économie en reconstruction, c'est l'État congolais. Parce qu'aujourd'hui, on parle de... Parce que si vous prenez les budgets affectés au développement rural et à l'agriculture, ça vous fait à peu près 30%.
30% du budget général. Et c'est en termes chiffrés, ça vous ferait quelque chose comme 15 000 milliards. 15 000 milliards. 15 000 milliards, si vous devez les reconvertir en francs congolais, pardon, en dollars, vous êtes à peu près dans le... les 5 milliards. Entre 4 et 5 milliards. 5 milliards de dollars. 5 milliards, c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, la grande recommandation, c'est qu'il faut que l'État arrive à mettre en place des structures d'accompagnement de l'investissement privé. Parce que l'agriculture aujourd'hui, vous savez, il faut parler avec les miniers. Vous savez, quand les miniers viennent s'installer quelque part, il se retrouve dans une brousse où il doit d'abord commencer par construire la route, où il va commencer par créer sa propre source d'énergie, où il va commencer à créer ses propres infrastructures, si bien que, c'est-à-dire, il y a des investisseurs qui... Et même à former le personnel. C'est ce qui fait qu'en termes d'attractivité, certains hésitent même à venir ici. Or, il faut que l'État arrive déjà à mettre en place ces structures-là. Quelqu'un qui veut investir quelque part, il faut qu'il trouve déjà qu'il y a de l'énergie là-bas. Il y a la route qui existe. Vous ne pouvez pas demander à un investisseur, il arrive chez vous, il va d'abord reconstruire la route. L'État doit accompagner l'investissement. Pourquoi je dis les grands incubateurs, c'est l'État. Au moins avec le budget 2025, on sent que l'État veut maintenant s'approprier ces rôles-là. Vous voulez venir chez moi, voilà des infrastructures qui existent déjà. Voilà, je vous donne au moins le minimum pour que vous arriviez à évoluer. Évidemment, la grande Vous sentez la volonté ou vous sentez vraiment l'engagement de l'État? Bon, l'engagement en termes chiffrés. Parce que la volonté, on a toujours eu. Parce que là, on parle en termes de chiffres. Évidemment, les chiffres nous convainquent jusque-là. Ouais. Mais il faut que maintenant, ça soit traduit en actes. Très bien. Amédée, je crois que la Première ministre, elle le sait, et même le président de la République le sait. Les Congolais n'ont plus besoin de longs discours. La Première ministre a fait, j'ai vu son discours, c'était 38 pages. Je crois que tout le monde sait que dans ce pays, vu les retards que nous avons enregistrés dans le développement, tout le monde sait que les Congolais ont besoin des actions concrètes, ont besoin des résultats. C'est pourquoi moi, la seule recommandation que je peux faire à la Première ministre, c'est qu'elle puisse augurer une ère de gouvernance qui favorise véritablement les progrès et le bien-être de tous les Congolais. Voilà, vraiment, si elle peut lancer cette ère de bonne gouvernance, en tout cas, ça serait bénéfique pour tous. Merci beaucoup. Gardi Diana, on finit avec vous. Oui, mais je crois qu'en quelques minutes, moi je dirais à la Première ministre, elle nous a prouvé à suffisance qu'en termes de planification, les choses peuvent se faire de la plus belle manière comme on ne pouvait pas le penser avant. Dans la volonté, dans les orientations de choses. On l'a senti dans son domaine. On l'a senti. C'est une experte. Exactement. Je crois qu'elle est dans son domaine. Jusqu'à preuve du contraire, moi je crois que, comme on l'a dit ici, il a réussi à changer le paradigme congolais depuis toujours qui orientait son budget dans la consommation maintenant vers le secteur porteur. Maintenant, dans le fond, ce qu'elle doit connaître que la plus grande faiblesse chez nous, c'est l'exécution et la veille. C'est à ces niveaux-là qu'elle doit mettre vraiment de l'accent pour ne pas passer aussi à côté. Avant elle, il y a eu des gens qui ont aussi planifié convenablement, mais en fait, ont échoué parce que le contrôle, la gestion et la veille après a été un problème. Moi, je crois qu'à ces niveaux-là, on compte sur elle pour que ce travail-là soit fait, mais pas seulement elle. Encore une fois, j'ai horreur des hommes providentiels. Je crois que c'est un tout. Il faudra qu'à la limite qu'on trouve des mécanismes pour que chacun s'implique, pour que finalement, ce budget tel qu'exécuté cette fois-ci, on ne retombe pas dans le tard tel que décrié dans la reddition de comptes. Je mets l'accent sur ça. Pour moi, la reddition de comptes devrait être un exercice sérieux qui nous permet de corriger les erreurs dans l'exécution du budget précédent. C'est comme ça qu'on pourra évoluer, c'est comme ça qu'on pourra grandir. Et pour moi, c'est comme ça qu'on pourra, cette fois-là, inculquer une autre mentalité en termes de gestion de finances et faire en sorte que le Congo retrouve sa plus belle heure. Mais sinon, qu'elle fasse un effort aussi pour des raisons de consommation, de lancer très vite de quelques projets impact direct. Avec les marges qu'elle a aujourd'hui, l'agriculture, je pense que dans les 2 ans à venir, il faudra qu'elle fasse quelque chose à impact direct pour que le Congolais devienne très exigeant, ça se comprend. On sait que ça ne se fera pas en 3-4 ans, mais l'essentiel, le base peuvent être jetés très vite et j'espère qu'on a confiance. Oui, Guichon, quand même, ça serait... on a parlé du budget 2025, ça parlait de la jeunesse. En tout cas, je pense que ça serait un crime de ne pas le dire. C'est pourquoi je dis un seul mot en m'adressant à la Première ministre. En fait, si vous regardez notre société actuellement, la jeunesse
a tendance à être une menace pour ces sociétés. Moi, je pense qu'il y a lieu d'inverser les choses, de faire de cette jeunesse le moteur. L'investissement prend en compte la jeunesse aussi. Justement, c'est pourquoi je place ce mot pour dire qu'il y a lieu de transformer cette jeunesse en moteur de croissance économique dans ce pays. Sinon, cette jeunesse-là sera une menace pour la survie même de ce pays. Et puis, Guy, peut-être on n'en a vraiment pas parlé au cours de cette émission. Vous savez, quand je dis, c'est-à-dire qu'il faut que l'État accompagne le secteur privé, il faut qu'il mette les bases pour que les autres puissent se retrouver dans ces cadres-là. L'écosystème. Vous savez, l'écosystème, évidemment. Merci Amédée. Vous savez, il y a un programme qui a un effet multiplicateur énorme. Et peut-être on les néglige. C'est le programme de développement local des 145 territoires. Ces programmes-là, si on devait se concentrer totalement sur ça, ça va booster terriblement notre économie. Et peut-être ça va nous pousser à faire même un bond en termes de développement. On regrette qu'avec la reddition des comptes, on s'est rendu compte que ce programme a été marginalisé. Il faut que Madame la Première ministre, qui a été ministre de Plan, c'est-à-dire autorité des tutelles de ce programme, parce qu'il en a assuré la coordination technique, puisse réactiver le PDL 145 territoires. C'est un programme, si on devait l'exécuter correctement. Programme solution. Je crois qu'on va gagner. On va quand même gagner en termes d'années. C'est-à-dire ce qu'on pouvait faire en 10 ans. Avec ces programmes, on peut même les gagner en 2 ans. Merci. Une autre information. Je crois qu'à ce niveau-là, en termes de relance, moi j'étais quand même content du fait que dans le programme lancé de projets structurants, on y tienne compte avec un refinancement. Il faut le faire. Merci. Pour que ce travail se fasse. Très bien. Merci beaucoup à vous d'avoir disponibilisé de votre temps. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous avons suivi, c'était donc cette émission Le Kiosque, un numéro spécial. Nous avons parlé de cette proposition de loi des finances 2025. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.